Dans cet épisode, on va parler de noix de coco, de visite officielle à Prague et de dissidence. Alors, cet épisode fait double emploi. Il fait le lien entre le printemps de Prague en 1968 et la révolution de velours en 1989. Et surtout, il me permet de parler d'un moment diplomatique franco-tchécoslovaque assez peu connu. Mais d'abord, la contextualisation. Nous sommes en 1968. Gustav Husak a été mis aux manettes de la Tchécoslovaquie par l'URSS afin d'y mettre en place un communisme normal du point de vue de Moscou. Et ils ont subtilement appelé ce processus la normalisation. Ce qui signifie une police avec quasiment tous les droits, qui surveille tout le monde, tout le temps, une censure qui fonctionne à plein régime, et plein d'autres joyeusetés qu'on peut trouver dans un régime autoritaire et bureaucratique. Cependant, éteindre complètement un élan de liberté comme fut le printemps de Prague est un travail colossal pour les gouvernements, d'autant plus que durant les années 70 et 80, beaucoup de changements vont avoir lieu. Déjà en 1969, les pays du bloc de l'Est invitent ceux du bloc de l'Ouest à une conférence pour discuter sécurité et coopération. Et c'est à Helsinki, en Finlande, que se dérouleront ces conférences. On est entre 1969 et 1975 dans une période de détente entre Est et Ouest, pour vous situer un peu dans la guerre froide. Alors, ces conférences d'Helsinki mériteraient une vidéo à part entière, mais pour faire simple, en plus des aspects sécuritaires, militaires et des questions de coopération dans divers domaines, les Européens de l'Ouest profitent de ces conférences pour inclure un volet sur les droits de l'homme. Ce qui fait que lors de la signature de l'accord final d'Helsinki en 1975, la Tchécoslovaquie normalisée de Gustav Husak s'est engagée aux yeux du monde à respecter les droits de l'homme. Mais, coup de peau pour le bloc de l'Est, si on peut dire, de 1975 à 1985, la guerre froide se réchauffe. C'est l'époque où les Américains se retirent du Vietnam du Sud, qui se retrouve ensuite occupé par les communistes du Vietnam du Nord, c'est les Khmers rouges au Cambodge, c'est aussi l'invasion soviétique de l'Afghanistan à partir de 1979. On a aussi l'arrivée de Ronald Reagan au pouvoir en 1981 aux États-Unis, ce qui signifie une nouvelle course aux armements. C'est aussi le boycott des JO de Moscou en 1980 par le bloc de l'Ouest, et le boycott des JO de Los Angeles en 1984 par le bloc de l'Est. En fait, la détente ne revient qu'en 1985 avec l'arrivée au pouvoir de Mikhail Gorbatchev, qui souhaite la détente avec le bloc de l'Ouest principalement parce que la course aux armements face aux États-Unis de Ronald Reagan ruine l'économie de l'URSS. Du coup, entre 1975 et 1985, pour dire les choses simplement, le bloc de l'Est en a un peu rien à cirer de ce que pense le bloc de l'Ouest. C'est dans ce contexte que, en 1977, est signée par 242 intellectuels tchécoslovaques la Charte 77, un document qui réclame l'application des accords d'Helsinki concernant les libertés individuelles. Cette charte est envoyée à l'étranger en quelques jours et publiée dans certains journaux à l'Ouest. Le pouvoir tchécoslovaque réagit en essayant de faire une contre-charte 77 en faisant gentiment pression sur les artistes qui n'ont pas encore signé en mode « tu signes cette anti-charte ou alors tu ne pourras plus jamais faire ton métier d'artiste » et également en traquant les signataires de la charte et en les emprisonnant, en les exilant, voire dans les cas les plus extrêmes, en les mettant à mort sous prétexte de lutte contre les activités subversives, voire de menaces de coup d'État. Mais particulièrement, le pouvoir s'attaque à un dramaturge du nom de Václav Havel, qui concentre toute la hargne du pouvoir tchécoslovaque sur lui pour plusieurs raisons. Déjà, il est un des rédacteurs principaux de la charte. Ensuite, en 1977, il est un artiste très connu pour ses pièces de théâtre, y compris jusqu'en Amérique, parce qu'il est issu d'une famille assez riche et prestigieuse. Son grand-père a construit le cinéma le plus connu de Prague, le Lucerna, et toute sa famille a toujours été attachée à la démocratie tchécoslovaque de Tomáš Garrigue Masaryk. Václav Havel devient la personne la plus visible de cette charte 77 qui, à l'international, obtient beaucoup de sympathie et de soutien à l'étranger. Une des raisons du grand capital de sympathie pour les dissidents de la charte est la volonté de ces derniers de rester dans la légalité et de ne pas aller dans la violence. Ils veulent juste que la Tchécoslovaquie applique les accords d'Helsinki. Donc, pas de putsch, pas d'action violente.
un comité de soutien international se forme, ainsi que l'association Jean Hus en France. Et cette association Jean Hus a pour président le philosophe Jacques Derrida, le père du mouvement philosophique, le déconstructivisme. On va dire qu'au début des années 1980, Jacques Derrida est un philosophe et un universitaire très connu, y compris à l'international. Et justement, en 1982, Derrida part rencontrer les dissidents chartristes à Prague. Tout se passe bien, il se fait suivre par la police 24 heures sur 24, mais rien d'inhabituel. Puis il revient à l'aéroport pour le vol de retour, et là, c'est le drame. Un douanier ouvre sa valise, regarde et fait mine de trouver des sachets de drogue dans la doublure de sa valise. Accusé d'être un dangereux narcotrafiquant, il est mis au trou sans ménagement et il faudra l'intervention du nouveau président François Mitterrand pour que Prague relâche Derrida et que celui-ci soit renvoyé en train vers Paris. Cette histoire fit grand bruit en France et dans le monde du fait de la réputation considérable de Derrida et permit un surplus d'exposition médiatique sur les dissidents de la Charte 77. Mais à partir de 1985, comme je l'ai dit précédemment, un petit jeune de 54 ans se retrouve à la tête de l'URSS, Mikhail Gorbatchev. Et beaucoup de choses vont changer dans le bloc soviétique. Déjà comme je l'ai dit pour des questions de pognon, parce que les soviétiques ne peuvent dépenser autant en armes que les américains. Et aussi à cause de la nouvelle politique de transparence et de réforme en URSS, la perestroïka. Assez vite, Gorbatchev va réunir tous les membres du pacte de Varsovie et en gros, il va leur dire « Bon alors les copains, si un jour c'est le bazar chez vous, j'interviendrai pas. Voilà, bonne journée, au revoir ». Du coup, les pays du bloc soviétique se retrouvent dans une forme d'insécurité, et c'est dans ce contexte que, en 1988, François Mitterrand, qui a une politique assez ouverte vers les pays communistes, comme par exemple avec la République démocratique allemande, se dit que ce serait bien de faire une visite officielle en Tchécoslovaquie. Et il faut bien voir que dans la Tchécoslovaquie de 1988, la visite officielle du chef d'État français, c'est pas mal niveau prestige. Du coup, Prague dit à Paris que plutôt oui. Et c'est là que Mitterrand, en petit farceur qu'il est, va en profiter pour demander à Houssac s'il pourrait faire un petit déjeuner avec 8 dissidents de la Charte 77, dont Václav Havel, à l'ambassade de France au palais Bukoï. Oui, c'est une particularité de Mitterrand, que ce soit avec le Parti communiste français ou avec les dirigeants du bloc soviétique, Mitterrand adorait casser les noix au coco. Après moult tergiversations, Prague accepte ce petit déjeuner et nous voilà enfin au moment que vous attendez tous, le visionnage des images d'archives de décembre 1988, la visite officielle de Mitterrand en Tchécoslovaquie. Petit déjeuner privé à l'allure très officielle pour une conversation de plus d'1 heure du président Mitterrand avec 8 opposants tchécoslovaques. La première dans ce pays entre un chef d'État et l'opposition. Quant à la question de l'opportunité de cette visite en Tchécoslovaquie et l'éventuelle caution qu'elle apporterait au régime, réponse d'un des principaux intéressés. Alors lui, c'est Petr Hůl. Il est, avec Václav Havel, une des grandes figures de la dissidence tchécoslovaque, principalement pour son rôle dans la diffusion de l'information auprès des autres dissidents. Sa crainte, c'est que cette visite officielle donne de la légitimité au régime de Gustav Husak et que Mitterrand ne parle pas des droits de l'homme. Je la juge très positive, mais je crains bien que ce ne soit que temporaire. Alors que c'est un geste, et après, tout va tourner peut-être dans le vieux rail, c'est-à-dire la diplomatie française très timide, pas du tout intransigeante, très secrète. Nous voulons la publicité pour les droits de l'homme, pour les initiatives indépendantes, parce que c'est la seule chose qui est valable. Une publicité que François Mitterrand a voulu donner par avance, dès hier soir, lors d'un toast en plein dîner officiel. Petite phrase prononcée sous les yeux des principaux artisans de la normalisation de la Tchécoslovaquie après l'écrasement du printemps de Prague. Vous n'ignorez pas l'écho considérable que suscita en France ce qui fut appelé le printemps de Prague et le prestige moral qui s'attacha chez nous aux actes et aux personnes qui à nos yeux illustraient les valeurs auxquelles nous croyons et que nous célébrerons solennellement à l'occasion du bicentenaire de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. En gros, là il est en train de dire, bon, les copains, pendant que vous célébrez les 20 ans de l'écrasement du printemps de Prague, eh bien l'année prochaine, chez moi, je vais fêter le bicentenaire de la Révolution française et de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Alors là, je sais pas si c'est fait exprès, mais on dirait que Mitterrand cherche à coller une baffe à Houssac. Attention, hop là.
Donc, que peut-on dire de cet extrait? Entre Mitterrand qui vient au calme sermonner les dirigeants tchécoslovaques sur les droits de l'homme, et Husak qui a l'air complètement cuit, oui, on peut bien le dire, ces images prêtent à rire, malgré le contexte bien lourd de la Tchécoslovaquie après 20 ans de normalisation. D'ailleurs, pour vous montrer l'ambiance en Tchécoslovaquie, certains des dissidents étaient venus au petit déjeuner avec leurs affaires de toilette au cas où la police viendrait les coffrer une fois cette joyeuse réunion terminée. Bien sûr, comme tous les autres régimes communistes en Europe centrale, le régime tchécoslovaque paraît encore fort, mais il a des fragilités. Alors nous, on le sait que le régime communiste s'effondrera l'année suivante avec la révolution de velours, mais en 1988, pour les chartristes et les citoyens tchécoslovaques en général, il n'y a pas encore de signaux forts que c'est le début de la fin pour Husak et son gouvernement. Mais ça sera pour une autre vidéo. Et voilà qui conclut cette vidéo sur un événement assez peu évoqué de l'ère Mitterrand. Un grand merci à l'historien Pierre Harfeuil pour son aide précieuse, particulièrement en cette période où je n'ai pas accès à l'IFP confinement oblige. Et en attendant, je vous dis à une prochaine fois.